Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci de vous être connectés aussi nombreuses, aussi nombreux pour participer à ce webinaire dédié aux solutions de recharge de véhicules électriques. Donc, je suis Jean-Marc Guillot. J'ai sous ma responsabilité un département qui s'appelle le département de la maîtrise des charges, qui est dirigé par Vesna Ducycle-Lacombe, qui est à mes côtés. Et j'ai également le plaisir d'accueillir Émilie Corabeuf. Alors Émilie, vous êtes responsable grand compte projet équipement en IRVE du résidentiel collectif chez Enedis. C'est bien cela? C'est bien ça. Bonjour à toutes et à tous. Très bien. Donc Émilie, je me tourne vers vous pour la toute première question. Combien de véhicules électriques circulent aujourd'hui en France et surtout comment sont-ils rechargés? Alors aujourd'hui, on estime après qu'il y a 2 millions de véhicules électriques qui circulent en France sur à peu près 40 millions de véhicules, donc ça représente environ 5%. En 2035, Enedis estime qu'il y aura 18 millions de véhicules électriques qui seront cette fois-ci en circulation. 2035, c'est aussi l'arrêt pour les constructeurs de véhicules, l'arrêt de la vente de véhicules thermiques pour les constructeurs. Sur la partie recharge, aujourd'hui, Enedis et BVA ont mené des enquêtes et aujourd'hui, on estime que 86% des utilisateurs de véhicules électriques se rechargent à la maison. Sachant qu'un foyer sur 2 en France vit en habitat collectif et on estime à peu près chez Enedis à 236 000 copropriétés de plus de 5 places de stationnement qu'il faut électrifier, ce qui représente à peu près 8,4 millions de places de stationnement. Aujourd'hui, pour se recharger, il y a environ 4,7% de ces immeubles qui sont équipés d'une infrastructure collective de recharge. Donc il y a encore... Une très belle marge de progression. Exactement. Donc Vesna, je me tourne vers toi. Bonjour Jean-Marc. On se connaît, on se tutoie. Oui. Hein. Qu'en est-il dans les copropriétés qui sont gérées par Foncière? Alors chez Foncière, 58% des copropriétés, soit 40 000 immeubles à l'échelle nationale, disposent d'emplacements de parking. Et sur ces 40 000, 7 200 copropriétés ont mis une résolution IRVE, infrastructure de recharge pour véhicules électriques, à l'ordre du jour de leur assemblée générale. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce sont 90% de ces copropriétés qui ont voté favorablement à l'installation d'une IRVE. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chez Foncière, 6 500 copropriétés ont validé la mise en place d'une IRVE, ce qui représente 16% du parc. Donc pour répondre à ta question, Jean-Marc, donc effectivement, on est sur des chiffres supérieurs par rapport à la moyenne qui était évoquée par Émilie de 4,7%, puisqu'on est sur 16%. Très bien. Alors Vesna, question. Comment est-ce que ça se passe concrètement quand on souhaite équiper sa place de parking? Comment s'y prendre? Alors, en copropriété, il existe ce qu'on appelle le droit à la prise. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une disposition légale qui permet à chaque occupant, qu'il soit copropriétaire ou locataire, de faire installer à ses frais une borne de recharge sur son emplacement de parking. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que chacun a le droit de formuler une demande pour installer une borne sur son emplacement de parking. Et donc cette demande, comment est-ce qu'on la formule? Alors, le copropriétaire ou le locataire via son propriétaire va devoir adresser un courrier recommandé au syndic, un courrier recommandé dans lequel il va notifier justement son intention de souhaiter bénéficier du droit à la prise. Et ce courrier devra être accompagné de documents complémentaires comme un plan détaillé des travaux à réaliser, un plan technique d'intervention ou encore un schéma de raccordement électrique. Et ensuite, le syndic va avoir 3 mois pour y répondre. 3 mois, une période pendant laquelle il va justement étudier le dossier et vérifier s'il existe un motif légitime et sérieux de refus. Donc un des motifs, c'est l'existence d'une infrastructure collective déjà déployée ou alors une solution qui sera déployée prochainement. Sans motif légitime et sérieux, le demandeur est habilité et autorisé à procéder à la réalisation des travaux et le syndic aura pour obligation d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale un point d'information pour informer justement le reste des copropriétaires de ces travaux réalisés par le demandeur en question. Ouais, donc c'est très lourd. Et là, on parle de solutions individuelles pour le bénéfice d'un copropriétaire ou d'un seul locataire. Et dans ce cas, qui paye?
Comme tu viens de l'indiquer, Jean-Marc, c'est le demandeur. C'est vraiment le demandeur qui va devoir supporter l'ensemble des coûts. Et attention, parce qu'en fonction de la configuration du parking, du niveau de sous-sol, ces coûts peuvent se révéler très chers. Et ce n'est pas tout. Dans le cas du droit à la prise, en fait, le demandeur va devoir se raccorder sur le point de livraison, c'est-à-dire sur le compteur des parties communes, donc dédié à l'alimentation de l'ascenseur, du parking, de l'électricité, des halls, etc. Et ce compteur n'aura pas forcément été dimensionné pour accueillir et répondre aux besoins de recharge. Donc cela, bien sûr, va répondre aux premiers utilisateurs, une demande ou 2 demandes, mais ne va pas être une solution pérenne et répondre aux besoins de l'ensemble des copropriétaires. Donc ce n'est pas la solution que nous préconisons aujourd'hui. Donc on ne préconise pas les solutions individuelles? Non. Alors si maintenant plusieurs copropriétaires souhaitent faire installer des bornes de recharge, quelles sont les différentes solutions à leur disposition? Alors, il existe aujourd'hui effectivement différentes solutions sans investissement. Émilie reviendra juste après. Donc, préfinancer, sans reste à charge pour la copropriété. Ce type de solution permet justement de lever les freins liés au coût d'une part, mais également à la complexité des démarches. Et nous, foncières, en tant que syndic, nous invitons justement les copropriétaires à anticiper les demandes de droit à la prise en étudiant justement les solutions collectives et en inscrivant la résolution IRVE à l'ordre du jour des assemblées générales. Alors, quelles sont les autres raisons, parce qu'il y en a d'autres, pour opter pour une solution collective? Alors, la première raison, c'est qu'une solution collective est une solution pérenne et évolutive. Évolutive parce que, effectivement, les copropriétaires pourraient ne pas avoir de besoins immédiats, mais pourraient en avoir par la suite, par la suite. Et dans ce cas-là, ils auront la possibilité de se raccorder de façon sécurisée justement sur cet ouvrage collectif. Et la deuxième raison, c'est la valorisation de son patrimoine. Donc les biens équipés d'IRVE vont attirer davantage d'acquéreurs et de locataires. Et un emplacement de parking qui sera équipé d'une borne sera mieux valorisé sur le marché immobilier. Et selon nos éléments, les échanges qu'on a pu avoir avec les différents opérateurs, cette valorisation est de 8%, donc une plus-value de 8% sur l'emplacement de parking, aussi bien sûr à l'achat qu'à la location. D'accord. Donc une valorisation de 8% de plus que s'agissant des parkings qui ne sont pas équipés, et plus d'attractivité à la vente comme à la location. Tout à fait, Jean-Marc. Alors maintenant, Émilie, moi je me tourne vers vous. Quand on parle de solutions collectives de recharge de véhicules électriques en copropriété, concrètement, de quoi on parle? Alors, Jean-Marc, Enedis accompagne toutes les solutions, quelle que soit la solution choisie par la copropriété. Et il en existe 2. La première solution, c'est une solution dite opérateur. L'opérateur va faire une demande à Enedis d'un nouveau point de livraison, c'est-à-dire un nouveau compteur électrique, donc raccorder un nouveau compteur électrique qui sera dédié aux IRVE. Une fois que le compteur est posé, l'opérateur va réaliser une infrastructure de recharge dans le parking et posera des bornes de recharge sur les places des copropriétaires qui souscriront un abonnement auprès du fournisseur. C'est une solution, auprès de l'opérateur, pardon, c'est une solution clé en main. Et la deuxième solution qui s'offre à la copropriété, c'est la solution publique, nommée par Enedis Réseau électrique auto. Cette fois-ci, on ne va pas installer un point de livraison, mais on va venir installer un compteur sur chacune des places de stationnement des copropriétaires qui pourraient être intéressés pour mettre une prise renforcée ou une borne de recharge. Après, charge à eux de souscrire un abonnement auprès du fournisseur d'électricité de leur choix. Le réseau électrique auto, c'est donc une extension du réseau public de distribution qui vient sur toutes les places de stationnement. Dans les 2 cas, ce sont des solutions qui sont dites collectives, avec un système de préfinancement. Soit la solution opérateur, l'opérateur préfinance les ouvrages et donc chaque copropriétaire intéressé payera au moment de son raccordement avec sa borne de recharge. La solution réseau électrique auto, c'est Enedis qui va préfinancer l'ouvrage et chaque copropriétaire ou locataire qui pourra être intéressé, maintenant ou dans quelques années, payera sa quote-part pour se raccorder et puis après payera son installation privative. Eh bien, c'est très clair, Émilie, merci beaucoup. Vesna, je me tourne vers toi. Quels sont en règle générale les délais de mise en place? Quels sont les coûts de ces installations? Et quelles sont les aides disponibles? Alors, concernant les délais,
après avoir validé la résolution IRVE, voté favorablement pour l'installation d'IRVE, il faut compter en moyenne entre 3 et 9 mois. Bien sûr, ça dépend aussi de la taille du parking. Donc 3 et 9 mois, c'est plutôt pour des parkings qui disposent de 30 à 50 places. Pour des parkings un peu plus importants, on aura de 100 places. Forcément, les travaux seront plus longs. Donc ça peut parfois dépasser effectivement le délai de 9 mois. Concernant les coûts, cette fois-ci, ce qui est important de préciser aux personnes qui nous écoutent, c'est qu'on va retrouver deux typologies de coûts. D'une part, effectivement, le coût collectif qui concerne en fait le financement des travaux concernant l'installation de l'ouvrage collectif, et puis les frais supportés par l'utilisateur final pour l'installation de sa borne, ou encore l'utilisation et la recharge de son véhicule. Concernant justement ce coût collectif, dans le cas de la solution préfinancée, comme vient de l'expliquer Émilie, c'est sans reste à charge. Donc typiquement, Jean-Marc, toi, si tu es en copropriété, si demain la copropriété décide d'installer une IRVE, tu n'as pas de véhicule électrique, bah, tu ne vas rien payer. Ça va te coûter 0 €. Donc c'est important quand même de le préciser. Et ensuite, concernant le coût individuel, bah, bien sûr, le demandeur va devoir financer l'installation de sa borne. Et là, je vais prendre l'exemple d'une borne de 7,4 kW qui est la borne standard, qui est le plus installée en copropriété. Donc pour l'installation de cette borne, il faut compter en moyenne entre 1 200 et 1 400 € TTC. Dans le cas de la solution opérateur préfinancée par Logivolt ou encore Enedis, il va y avoir également un coût qu'on appelle un droit de connexion qui correspond tout simplement aux frais d'installation et de raccordement à l'ouvrage collectif. Et il faut compter en moyenne quelques centaines d'euros. Dans le cas de la solution opérateur, en fait, ce droit de connexion peut être pris en charge. Donc, on retrouve uniquement le coût d'installation de la borne. Concernant ensuite les frais d'usage, là, ça dépend un petit peu de la distance parcourue, donc de la consommation électrique utilisée par le demandeur. Donc, je vais prendre deux cas de figure. Par exemple, un demandeur qui va effectuer 10 000 km par an, soit entre 800 et 900 km par mois, il faut compter en moyenne entre 40 et 55 € par mois. Tout compris. Tout compris, exactement. Et puis, à l'inverse, quelqu'un qui va rouler un petit peu plus, 15 000 km par an, là, ça va lui coûter entre 50 et 65 € TTC par mois. Donc, ça reste... Ouais, en gros, c'est le prix d'un plein par mois. Et exactement, voire moins, Jean-Marc, par rapport à un véhicule thermique. Et puis, ta troisième question concernait effectivement les aides. Je vais parler uniquement des aides individuelles. Donc, bien sûr, il y a la prime à devenir, qui est une aide subventionnée par l'État et qui permet de prendre en charge jusqu'à 50% des frais d'installation de la borne. Donc les prix que j'ai cités tout à l'heure de 1 200 à 1 400 € intègrent déjà cette aide. Cette aide est plafonnée à 600 €. Mais ce n'est pas tout, parce que le particulier va également pouvoir bénéficier du crédit d'impôt qui permet de couvrir jusqu'à 75% des frais d'installation, plafonnés à 500 €. Donc si je reviens à mon exemple de borne entre 1 200 et 1 400, donc si on déduit les 500 €, on se retrouve avec un coût de la borne compris entre 700 et 900 €. Donc cette aide aussi permet de couvrir parfois les droits de connexion. Donc ça reste quand même un coût très raisonnable pour nos clients. Alors, nous avons évoqué donc différentes solutions oui. En matière de solutions collectives. Et nous, Vesna, donc, nous travaillons avec toutes les grandes sociétés du marché. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, tout à fait, Jean-Marc. Alors, Foncia est aujourd'hui en capacité de proposer à ses clients l'ensemble des solutions qui existent, disponibles sur le marché, de telle manière que chaque copropriété est en capacité de choisir la solution qui lui correspond le mieux. Et puis le fait aussi de travailler avec des sociétés qui proposent des solutions préfinancées, ça permet aussi de lever justement tous ces freins, comme je l'ai dit tout à l'heure, liés au coût. Donc aujourd'hui, Foncia a référencé plusieurs opérateurs avec lesquels nous avons négocié des conditions tarifaires et de services privilégiés. Je pense qu'on peut les nommer. Voilà, ils sont listés ici. Donc on travaille avec The Plug, on travaille aussi avec Watt, Parking Plug, Amperus, The Born, qui sont des opérateurs également qui sont référencés par Logivolt. Dans le cas de la solution réseau électrique auto, on a également référencé Easy by EDF qui permet justement à nos clients d'installer et de financer de proposer des bornes et à installer ces bornes sur les emplacements de parking.
Donc juste pour revenir aux conditions que nous avons négociées, bien sûr, au-delà du tarif des bornes, du tarif de recharge, l'ensemble des prestataires proposent à nos clients des bornes de marque européenne. Les bornes sont sécurisées, donc avec un déverrouillage par badge. Chaque opérateur propose également à nos clients un portail pour le suivi de sa consommation. Donc voilà, différents avantages à proposer à nos clients. Nous avons également signé une convention de partenariat avec Enedis, un partenariat qui permet justement un accompagnement un peu plus poussé de nos gestionnaires et facilitant pour nos gestionnaires, ainsi également qu'une formation de nos gestionnaires sur l'ensemble des solutions qui existent. Ouais, alors Vesna, moi j'en profite pour rappeler un point qui est important. Parce que là, donc, on a parlé recharge de véhicules électriques. Ton département intervient sur beaucoup d'activités. Tu travailles avec des ascensoristes, avec des chauffagistes, avec des sociétés qui font du comptage, avec des sociétés qui proposent des contrôles techniques quinquennaux. Donc, tout ceci est encadré par des contrats cadres en vue de faire bénéficier nos clients de conditions tarifaires et de services privilégiés. Et le point qui est important à rappeler, c'est que nous ne percevons, en vertu de la réglementation, aucune rémunération pour cela. Exactement, aucune rémunération. Notre objectif, c'est effectivement de proposer à nos clients des solutions clés en main, facilitantes, et puis bien sûr en meilleures conditions. Et c'est important, comme tu viens de l'indiquer, Jean-Marc, de souligner que nous ne sommes pas rémunérés. Vraiment, nous le faisons ça pour nos clients et l'accompagnement et faciliter l'accompagnement de nos clients. Ouais. Alors pour revenir au sujet des IRVE, un point important à souligner également est que tous nos gestionnaires donc, sont formés à longueur d'année sur ces différentes solutions. On met à leur disposition également des outils qui leur permettent d'aider nos clients à choisir parmi ces solutions pour identifier celle qui est la plus pertinente en fonction des caractéristiques de leur copropriété. Bon, écoutez, merci beaucoup à toutes les deux. Donc le temps des questions est venu et donc nous avons une première question qui est: je suis locataire, est-ce que j'ai le droit de demander à avoir une borne de recharge? Alors, je crois que tu y as répondu tout à l'heure. Effectivement, Jean-Marc. Oui, les locataires bénéficient également du droit à la prise. Donc, ils ont tout à fait la possibilité d'envoyer un courrier à leur propriétaire qui se chargera ensuite de demander au syndic justement le droit de bénéficier du droit à la prise et l'installation de sa borne. Donc, c'est important de le souligner, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est le locataire qui va devoir payer l'installation de sa borne. Deuxième question, quid des missions du conseil syndical? Ne doit-il pas être aussi informé de la demande d'un propriétaire individuel? Oui, tout à fait. C'est justement le process et la période de 3 mois pendant laquelle le syndic, en concertation avec les membres du conseil syndical, vont étudier justement la proposition du demandeur et vérifier s'il existe un motif légitime et sérieux. Mais attention, encore une fois, c'est pour ça qu'on incite nos clients à être proactifs. Il n'existe pas non plus beaucoup de motifs légitimes et sérieux. En fait, un des motifs, c'est l'existence d'une infrastructure collective. S'il n'existe pas d'infrastructure collective, on ne pourra pas du tout s'opposer au droit à la prise. Donc le demandeur sera autorisé à installer une borne de recharge sur son emplacement de parking. D'accord. Donc si on est proactif, on ne sera pas réactif. Exactement. Et on n'aura pas à traiter ce type de questions. Ok. Troisième question, est-ce que l'on peut installer des bornes partagées? Émilie? Alors oui, la réponse est oui, on peut bien entendu installer des bornes partagées. Sur un réseau électrique auto, ça va être plus compliqué puisque du coup, on a bien un compteur sur chacune des places de stationnement, donc c'est plutôt, on va prendre un abonnement auprès d'un fournisseur pour sa propre consommation. Par contre, sur des solutions plutôt opérateurs ou sur des parkings sur lesquels les emplacements ne sont pas attribués, et donc ce sont des emplacements qui sont libres pour toutes les copropriétaires. Là, c'est vrai qu'une solution de borne collective, enfin en tout cas de borne partagée peut être intéressante. Et là, c'est un opérateur qui viendra installer une borne avec soit une demande de raccordement à Enedis d'un compteur électrique dédié à cet usage, ou alors, comme le disait Vesna, raccordé aux services généraux, et du coup l'opérateur après exploitera cette borne et il y aura un système d'abonnement avec les copropriétaires qui seront intéressés. Mais ça peut être une des solutions de réponse.
Tout à fait. Attention toutefois, c'est qu'aujourd'hui, les bornes partagées ne sont pas préfinancées, donc ça suppose aussi un investissement par la copropriété. Néanmoins, plusieurs opérateurs réfléchissent justement à des business models pour permettre le préfinancement de ce type de solution également. Très bien. Alors, nouvelle question. On parle de bornes, mais est-ce qu'à la place de bornes, on peut installer des prises renforcées? Alors, sur une solution opérateur, ça va être compliqué puisque du coup, l'opérateur va venir poser une... C'est un service clé en main, il vient poser une borne et donc du coup, il y a un abonnement à prendre auprès de l'opérateur. Cependant, sur un réseau électrique auto, donc la solution publique, là, il est possible de mettre une prise renforcée ou une borne de recharge dans la mesure où la prise renforcée est suffisante pour recharger un véhicule électrique, en tout cas lorsqu'il est stationné durant la nuit. Et après, étant donné que l'usage est un contrat de fourniture d'électricité exactement comme à la maison, mais sur une place de stationnement, derrière, la prise renforcée peut être bien entendu mise sur une place de stationnement et permet de recharger les véhicules électriques. Et est-ce qu'une prise renforcée donne accès aux aides dont tu as parlé tout à l'heure, Vesna? Non, justement, les prises renforcées ne bénéficient pas de ma prime à devenir, donc... Voilà, parfois, ça peut, sans déduction de ma prime à devenir, avoir à peu près le même prix, légèrement en dessous, effectivement, du prix d'une borne subventionnée. Le collectif, ce n'est pas nécessairement la solution que nous préconisons. Et puis, il y a un délai aussi, parce qu'une borne, comme le disait Émilie, forcément, va mettre beaucoup plus de temps à recharger un véhicule versus une borne de recharge. Donc, Alors, une nouvelle question. Mon box est équipé d'une prise de courant. Est-il possible de recharger directement un véhicule sans installation particulière? Bien sûr, nous dit la personne qui a posé la question, il ne peut s'agir de recharge rapide. Alors, en effet, Jean-Marc, on peut recharger son véhicule sur une prise de courant standard. Alors, ce n'est pas recommandé, outre le fait que ça charge très lentement. Le fait que la prise ne soit pas une prise renforcée ou une borne de recharge, on n'a pas toutes les protections qui permettent de protéger l'installation électrique qu'il y a derrière. Donc on ne le recommande pas forcément, mais oui, il est aujourd'hui possible quand même de recharger sa voiture avec une prise standard. Juste un petit point, effectivement, le droit à la prise précise qu'il faut un sous-comptage parce que, effectivement, l'électricité qui est utilisée pour la recharge du véhicule, c'est l'électricité des parties communes. Donc, c'est-à-dire que pour être considéré comme un droit à la prise, il faut quand même un sous-comptage pour qu'on sache précisément combien le véhicule a consommé pour que le demandeur puisse derrière rembourser à la copropriété parce que ce n'est pas à la copropriété de payer, effectivement, pour cet usage individuel. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Émilie, pour votre présence. Merci, Jean-Marc. Merci, Vesna. Merci à toutes et tous de vous être connectés, aussi nombreuses, aussi nombreux. Vous recevrez rapidement donc, le lien du replay. Encore une fois, merci et excellente journée. Bonne journée.